Personne n'a vu venir ce coup de maître. Un dictateur sans rivage devient la pièce maîtresse d'une bataille pétrolière en mer. Imaginez la scène. Ibrahim Traoré, 36 ans, chef militaire du Burkina Faso, un pays totalement enclavé, pas un mètre de littoral, pas une seule barque de pêche, encore moins un navire militaire. Pourtant, en l'espace de quelques mois, il a réussi à plonger les gouvernements du Togo et du Ghana, deux nations côtières, au cœur d'un conflit maritime qu'elles pensaient pouvoir gérer seules. Traoré, c'est ce militaire en treillis qui débarque à Accra, armé, sous les projecteurs, alors qu'il n'a ni marine, ni expérience navale, ni même le moindre droit reconnu sur la moindre goutte d'eau salée. Il a défié 5 tentatives de coup d'État, expulsé la France et pactisé avec Moscou. Une figure que les analystes décrivent aujourd'hui comme l'un des dirigeants les plus populaires et imprévisibles du continent africain. Et pourtant, il se retrouve aujourd'hui au centre d'un litige pétrolier crucial qui oppose le Togo et le Ghana pour le contrôle d'une frontière maritime regorgeant de milliards de dollars en pétrole. Comment un homme sans accès à la mer a-t-il réussi à renverser les cartes dans une bataille où seuls les États côtiers semblaient avoir leur mot à dire? Togo croyait à un simple désaccord technique. Ghana misait sur une résolution légale, tout en sachant que sa stabilité économique dépend de ses réserves offshore. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que le véritable jeu allait se jouer loin des bureaux de diplomates et des salles de tribunal. Si ce conflit échappe à notre attention, c'est bien plus que des lignes sur une carte qui sont menacées. C'est la stabilité de toute la région et l'accès à des milliards de revenus pétroliers qui pourraient basculer d'un instant à l'autre. Pour comprendre cette surprise stratégique, revenons sur les racines du litige maritime Ghana-Togo. Derrière 8 ans de discussions et d'accords avortés, une zone offshore peut faire ou défaire l'économie d'un pays. C'est exactement ce qui se joue entre le Ghana et le Togo depuis 2018. Officiellement, il s'agit d'une simple question de frontière maritime. Où s'arrête la souveraineté ghanéenne? Où commence celle du Togo? Mais la réalité, c'est que cette ligne imaginaire sur la carte recouvre des milliards de dollars d'enjeux très concrets. Sous les vagues du golfe de Guinée, une richesse colossale attend d'être exploitée. Plusieurs champs pétroliers offshore majeurs, dont la valeur a suffi à maintenir les deux pays à la table des négociations pendant 8 longues années, sans jamais parvenir à un accord définitif. Tout commence en 2017, quand le Ghana remporte une victoire juridique majeure face à la Côte d'Ivoire devant le Tribunal international du droit de la mer. Ce succès ouvre la porte au développement du champ pétrolier Jubilee, une découverte qui bouleverse littéralement l'économie ghanéenne. Depuis 2010, le pétrole offshore est devenu le pilier de la croissance du Ghana, attirant des milliards d'investissements et redéfinissant ses priorités budgétaires. Mais avec la frontière occidentale désormais sécurisée, c'est la frontière orientale, celle avec le Togo, qui se retrouve sous les projecteurs. Et là, tout se complique. Pour le Ghana, la stabilité de cette frontière est vitale. Après une crise de la dette dévastatrice en 2022 à 2023, le pays a dû se tourner vers le FMI et engager une restructuration massive. Toute sa stratégie de relance repose sur la continuité des revenus pétroliers offshore. Mais pour attirer les investisseurs, il faut une certitude juridique. Pas question de forer dans une zone que le pays voisin pourrait revendiquer demain. Or, depuis 2018, la zone maritime à l'Est est justement dans le flou. Cette incertitude coûte cher, très cher, au Ghana. Chaque jour sans accord repousse ou annule de nouveaux projets d'exploration. Du côté togolais, l'enjeu n'est pas seulement le pétrole, mais l'avenir même du pays. Le Togo, pays côtier étroit, a bâti toute son économie autour de son port de Lomé, l'un des rares ports en eau profonde de la région. Ce port n'est pas qu'une porte d'entrée pour le Togo, c'est le poumon logistique de tout le Sahel, reliant le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tous des pays sans accès à la mer. Les revenus du transit portuaire constituent la principale source de devises pour Lomé et donc pour l'État togolais. Mais ce modèle est en train de vaciller. Les pays sahéliens, désormais dirigés par des juntes militaires et récemment alliés au Burkina Faso, cherchent de nouvelles routes, lorgnant vers le port ghanéen de Tema. Résultat, ce n'est pas seulement le pétrole offshore qui échappe au Togo,
mais aussi le trafic qui faisait sa fortune. Entre ces deux nations, la zone contestée, située à l'extrémité orientale du plateau continental ghanéen et à la limite ouest des ambitions togolaises, symbolise toutes ces tensions. Les ressources pétrolières y sont si convoitées qu'elles ont justifié des années de négociations, et même le recours à l'arbitrage international, alors que les coûts et les frustrations s'accumulent. Mais ni Accra ni Lomé n'ont accepté de compromis, car chaque concession pourrait signer la fin de leur modèle économique. Et là où tout semblait enfin sur le point de se résoudre en 2025, après de longues discussions techniques jugées suffisantes par les deux camps, tout a soudainement capoté. Silence radio des deux gouvernements, absence d'explications officielles, puis le Ghana saisit la justice internationale. Que s'est-il donc passé? Pourquoi, malgré une quasi-solution, les négociations ont-elles échoué si brutalement? Quand la technique ne suffit plus, la géopolitique et la pression militaire entrent en jeu. C'est exactement ce qui se passe dans ce bras de fer entre le Ghana et le Togo, à propos d'une ligne invisible sur l'océan, qui vaut des milliards. Au départ, ce conflit était, sur le papier, une question technique. Quelle frontière maritime tracer pour départager deux voisins, tous deux avides de nouveaux revenus pétroliers? Du côté ghanéen, on défend la ligne d'équidistance, une frontière tracée mathématiquement à mi-chemin entre les côtes. Pour Accra, c'est la méthode la plus simple, la plus juste, et surtout, celle qui maximise sa part de mer riche en hydrocarbures. Le Togo, à l'inverse, invoque le principe d'équité. Pourquoi? À cause de la géographie, la côte togolaise est beaucoup plus courte que celle du Ghana. Si on suivait la ligne d'équidistance à la lettre, cela désavantagerait lourdement le Togo, qui se retrouverait presque exclu des zones les plus prometteuses. Pour Lomé, il faut donc réajuster la frontière pour compenser ce déséquilibre naturel, et le droit international lui donne aussi des arguments solides. Pendant 8 ans, des comités techniques se sont écharpés sur ces subtilités de droit maritime. Des équipes d'experts, de géographes, de juristes se sont affrontés lors de réunions interminables. Ils ont échangé des coordonnées, examiné des cartes marines, modélisé des scénarios. Mais au final, rien. Malgré la pression des compagnies pétrolières prêtes à investir des milliards, aucun compromis n'a tenu. Un projet d'accord, laborieusement négocié, échoue mystérieusement, sans explication publique. Les négociations entrent alors dans une impasse totale. Le statu quo devient de plus en plus intenable à partir de 2017. Cette année-là, le Ghana remporte une victoire juridique majeure contre la Côte d'Ivoire, devant le Tribunal international du droit de la mer. Ce succès légal conforte la légitimité du Ghana à exploiter le champ pétrolier de Jubilee, mais il a un effet secondaire inattendu. En réglant définitivement la frontière occidentale, il attire toute l'attention sur l'Est, là où le Togo attend son tour. Les compagnies pétrolières, désormais rassurées à l'Ouest, pressent le Ghana et le Togo d'en finir aussi à l'Est. Mais, loin des salles de réunion, la tension devient physique. En 2017, puis à nouveau en 2018, la marine togolaise intercepte et repousse des navires ghanéens venus sonder les fonds marins dans la zone litigieuse. Ces incidents ne sont plus de simples protestations diplomatiques. Ce sont des confrontations en mer, des tête-à-tête tendus entre militaires, où la moindre erreur pourrait dégénérer. Ces accrochages précipitent la création d'un comité technique bilatéral, censé calmer le jeu et trouver une issue pacifique. Mais même cette structure n'arrive pas à briser l'impasse. Chaque camp campe sur ses positions, chacun brandit ses arguments juridiques, et les cartes restent sur la table, inchangées. Le vrai problème, c'est que ce flou juridique pèse lourd. Tant que la frontière n'est pas reconnue, impossible pour les compagnies internationales d'investir massivement. Année après année, cette incertitude coûte des millions, ralentit les projets, freine la croissance. Et surtout, elle réveille d'anciennes méfiances militaires. Dans une région déjà fragile, la perspective d'une escalade n'est jamais loin. C'est ce contexte explosif qui pousse, en 2026, le Ghana à saisir officiellement l'ONU. Pour Accra, il ne reste plus d'autre choix que d'exiger un arbitrage international, une procédure longue, coûteuse et surtout risquée politiquement. Car chaque jour qui passe sans décision nourrit la frustration, attise la rivalité
et creuse les divisions. Et c'est sur ce terrain miné que s'invite un nouvel acteur, imprévu, et à première vue, totalement extérieur au conflit maritime, Ibrahim Traoré. Sans côte, sans port, mais doté d'un flair stratégique redoutable, il va bouleverser tous les calculs. Le vrai pouvoir ne vient plus de la mer, mais des alliances terrestres et des récits populaires. C'est ce que prouve Ibrahim Traoré, l'homme qui, sans un centimètre de rivage, s'est imposé comme le faiseur de roi du golfe de Guinée, bouleversant toutes les logiques classiques du pouvoir en Afrique de l'Ouest. 21 février 2026. À peine 24 heures après que le Ghana ait lancé une procédure d'arbitrage maritime contre le Togo, le ministre des Affaires étrangères du Ghana s'envole pour Ouagadougou. Pas pour discuter de frontières terrestres, mais pour sceller un pacte stratégique avec le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Résultat ? 7 accords signés en une seule visite. Sécurité, renseignement, lutte antiterroriste, gestion des frontières, transport et surtout, un corridor logistique clé, la route Ouagadougou-Tema, qui connecte le Burkina Faso directement au port ghanéen de Tema, contournant ainsi totalement le Togo et son port de Lomé. Cette manœuvre place Traoré, chef d'État d'un pays enclavé, au centre d'un jeu maritime qui le dépasse et fragilise brutalement l'économie togolaise, très dépendante des revenus de transit vers ses ports. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré ? Comment un capitaine de 36 ans, sans formation diplomatique, sans accès à la mer, a-t-il réussi à influencer la diplomatie régionale jusqu'à imposer ses propres priorités au Ghana ? Pour comprendre, il faut revenir sur le parcours fulgurant de ce militaire. En septembre 2022, Traoré prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État, le deuxième dans son pays en moins d'un an. Il résiste à 5 tentatives de putsch, consolide son autorité, suspend la Constitution, dissout les partis politiques, et se présente comme l'héritier idéologique de Thomas Sankara, le révolutionnaire burkinabé assassiné en 1987. Traoré adopte la rhétorique panafricaine, rejette ouvertement l'influence occidentale, expulse les forces françaises, bannit les médias étrangers et ouvre grand les portes aux conseillers militaires russes et à la propagande de Moscou, jusqu'à présider l'Alliance des États du Sahel, l'AES, une coalition militaire pro-russe qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En décembre 2025, Traoré prend la tête tournante de l'AES, qui vient tout juste de lancer sa propre force armée de 5000 soldats, appuyée par un engagement formel de la Russie pour la fourniture d'armes et de formation. Loin d'être marginal, il devient alors l'un des hommes forts de la région, capable de tordre les alliances à son avantage, même sans accès à la mer. Et voilà le paradoxe. Alors que le Ghana, démocratie pro-occidentale, membre de la CEDEAO et partenaire du FMI, aurait pu se tenir à distance de la junte militaire burkinabé, il n'a pas le choix. La frontière nord du Ghana, longue de 500 km, est de plus en plus menacée par les incursions de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui progressent vers le sud depuis le Burkina Faso. Pour le nouveau président ghanéen, John Mahama, élu début 2025, la priorité absolue est la sécurité de ces régions du Nord. Impossible de lutter contre une insurrection transfrontalière sans la coopération directe du voisin, quel qu'il soit. D'où cette alliance de circonstances, presque contre nature, avec Traoré. Mais cette nouvelle architecture régionale se fait au détriment du Togo. En misant sur le corridor Ouagadougou-Tema, le Ghana et le Burkina Faso réduisent la dépendance au port de Lomé. Résultat, le Togo voit s'évaporer une partie de ses revenus de transit, mais aussi son rôle historique de médiateur entre ses deux voisins. Sur le plan maritime, le procès ouvert par le Ghana menace déjà les ambitions pétrolières togolaises. Mais sur terre, c'est un double affaiblissement. Moins d'influence diplomatique, moins de revenus économiques et un isolement progressif alors que les alliances se redessinent sans lui. En quelques mois, un chef militaire sans façade maritime, mais doté d'une vision idéologique puissante et de relais stratégiques bien placés, a réussi à faire trembler les équilibres du golfe de Guinée. La diplomatie togolaise se trouve fragilisée, menacée de perdre non seulement des flux économiques vitaux, mais aussi son prestige régional
et son accès futur aux milliards de revenus pétroliers. Le modèle même du pouvoir en Afrique de l'Ouest est bouleversé. Désormais, ce ne sont plus les littoraux qui font les rois, mais ceux qui savent bâtir des alliances et façonner des récits. Reste à voir comment ces nouvelles alliances pourraient redessiner durablement la carte économique et politique régionale. Ce qui compte désormais, c'est qui contrôle le récit et les routes, pas seulement les frontières. On le voit avec Traoré, il n'a pas un seul kilomètre de littoral, mais il a compris comment naviguer dans la nouvelle géopolitique ouest-africaine. Au lieu de rêver d'une flotte ou de revendiquer une victoire juridique, il bâtit habilement des alliances, manipule la perception régionale et place le Burkina Faso au centre d'un jeu qui, a priori, aurait dû lui échapper. D'abord, Traoré a su jouer la carte panafricaine et la rhétorique anti-impérialiste. Il n'a pas seulement conquis des territoires, il a conquis des esprits. Sa posture de résistant face aux puissances occidentales, son discours sur la souveraineté africaine, tout cela touche une corde sensible à travers la région. Il s'est positionné non pas comme l'agresseur, mais comme le défenseur d'un projet régional. Et cela pèse lourd quand il s'agit de rallier l'opinion publique ou de convaincre des voisins comme le Ghana de s'aligner avec lui, même contre leurs propres intérêts traditionnels. Regardez le Togo. Pour Lomé, la grande menace n'est plus une invasion militaire. C'est une marginalisation politique qui se joue à coups de communiqués, d'alliances stratégiques et de corridors commerciaux alternatifs. Un jour, Togo était l'unique voie de sortie vers la mer pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce à la coopération signée entre Ouagadougou et Accra, ce monopole a volé en éclats. Le port de Tema au Ghana devient une alternative crédible, sapant à la fois l'avantage économique du Togo et son rôle de médiateur régional. Résultat, la stabilité et la prospérité des États côtiers ne dépendent plus seulement de leur puissance navale ou de leurs dossiers devant les tribunaux internationaux. Tout se joue sur leur capacité à tisser des réseaux, à bâtir des corridors commerciaux, à s'adapter à des coalitions imprévues. La gestion de l'image, la diplomatie agile, la capacité à réécrire le récit régional deviennent des armes plus décisives que les chars ou les croiseurs. C'est cette flexibilité qui fait toute la différence. Comme on l'a vu avec le nouveau président ghanéen, John Mahama, sa priorité n'était pas de trancher le bras de fer en mer, mais de sécuriser la frontière nord contre les groupes djihadistes. Pour cela, il lui fallait un partenariat solide avec le Burkina, quel que soit son régime. Cela a mené à une coopération pragmatique, à la signature d'accords de corridors logistiques et à un rapprochement symbolique, dont la photo de Traoré, pistolet à la ceinture, lors de l'investiture de Mahama, a fait le tour de la région. Ce rapprochement donne à Traoré une porte de sortie face à l'isolement, tout en faisant du Ghana un acteur incontournable du jeu régional. Mais attention, ne pas saisir ce nouveau jeu, c'est risquer de devenir invisible ou impuissant, face à des acteurs qui, eux, maîtrisent désormais les codes. Les États qui s'accrochent à leurs anciens avantages, diplomatiques, géographiques ou militaires, sans investir dans des alliances flexibles et un récit mobilisateur, se retrouvent vite dépassés. L'exemple du Togo est clair. Autrefois incontournable, il se retrouve marginalisé à la fois par la mer et par la terre, alors même qu'il avait su ménager tout le monde par le passé. Leçon à retenir ? En Afrique de l'Ouest aujourd'hui, la puissance se mesure moins à la taille des territoires qu'à la capacité de fédérer autour de soi, d'ouvrir ou de fermer des routes, et surtout, d'imposer un récit séduisant. Les États qui sauront s'adapter à cette nouvelle réalité resteront dans la partie. Ceux qui n'y verront qu'une question de frontières ou de droits finiront sur la touche. Alors, quel enseignement pour les dirigeants et observateurs du continent ? La prochaine crise en Afrique de l'Ouest pourrait bien venir d'un acteur que tout le monde sous-estime. On imagine souvent que seuls les pays côtiers détiennent la clé des conflits maritimes. Mais Ibrahim Traoré, un militaire sans accès à la mer, nous prouve le contraire. Ce n'est pas le fait d'avoir un littoral qui garantit le pouvoir, mais bien de savoir tisser des alliances stratégiques et d'exploiter les lignes de fracture idéologique du moment. Regardez comment, en quelques signatures à Ouagadougou, le Burkina Faso a renversé une dépendance historique envers le port togolais, en s'ouvrant, grâce à un accord avec le Ghana,
un nouveau corridor commercial vers le golfe de Guinée. Cette manœuvre, aussi discrète que déterminante, redessine tout l'équilibre régional. Et c'est là que la vraie leçon se trouve. La géopolitique ouest-africaine n'est plus dictée par les frontières naturelles, ni par les logiques traditionnelles de domination territoriale. Elle s'écrit désormais au gré des alliances opportunistes, des rivalités idéologiques et d'une capacité à manipuler, non pas la force brute, mais les perceptions populaires et les récits de souveraineté. Traoré n'a pas besoin de navires, il lui suffit d'un micro, d'un discours habile et d'un contexte géopolitique électrique. Il a déjà montré qu'il pouvait déclencher des tempêtes politiques sans jamais mobiliser un seul soldat hors de ses frontières. Bannir des médias, expulser des ambassadeurs, instrumentaliser la lutte anti-impérialiste. Tout cela, il le maîtrise à la perfection. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la fragilité de toute une région, où la stabilité économique, les revenus pétroliers, la croissance nationale et même la paix peuvent basculer à cause de jeux d'influence qui échappent à la vigilance des acteurs traditionnels. Le Togo, autrefois maître du dialogue discret et des équilibres diplomatiques, se retrouve encerclé, pris en tenaille entre un adversaire maritime déterminé et un partenaire terrestre qui, en réalité, travaille à son propre agenda. Perdre le contrôle du corridor commercial, c'est risquer l'asphyxie économique. Perdre la bataille des perceptions, c'est risquer l'isolement politique. Mais plus inquiétant encore, c'est la capacité de Traoré à transformer une simple dispute frontalière en crise régionale, en jouant sur les peurs, les frustrations et le sentiment anti-occidental qui secoue actuellement l'Afrique de l'Ouest. S'il décide de présenter le différend maritime Ghana-Togo comme un nouvel affrontement entre souveraineté africaine et interventions extérieures, il compliquera toute tentative de règlement pacifique. Il ne lui faudra ni soldats, ni navires, juste des mots bien choisis pour faire monter la pression et forcer chaque acteur à choisir un camp. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de rater les signaux faibles qui annoncent les grandes crises de demain. Les vieux schémas ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, le pouvoir se déplace, se réinvente, et souvent, il vient de là où on l'attend le moins. Ceux qui se contentent de surveiller les ports et les frontières risquent de se réveiller trop tard. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une crise au golfe de Guinée, demandez-vous qui façonne vraiment les règles du jeu, où commence le pouvoir, où finit-il, et surtout, qui, dans l'ombre, tire vraiment les ficelles.